vaillance, relever ta dignité. Tes fichères, côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Nous sommes en date du 7 septembre 2024. Vous êtes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes au festin intellectuel et aujourd'hui nous avons 3 sujets. Le premier sujet va concerner Laurent Gbagbo, qui est l'épitome même des anti-valeurs. Le deuxième sujet, nous allons vous parler. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, nous vous avions parlé des personnes qui travaillaient avec les djihadistes et qui mettaient tout en œuvre pour être les représentants économiques du djihadisme dans la sous-région. On va vous donner le nom de certaines de ces personnes-là, là où elles résidaient, ce qu'elles faisaient, pour que nous soyons conscients que la menace est toujours là et qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et en dernier lieu, nous allons parler du président Alassane Ouattara qui a décidé de reprendre en main la gestion du RHDP. Mais bien avant cela, il sera utile de vous faire écouter cette vidéo et de vous donner mon avis là-dessus. À quoi jouent Goïta et Tchiani? En effet, d'un côté, Tchiani commence à renouer avec le Nigeria. Je rappelle le Nigeria qui a été le premier à vouloir envahir les pays du Sahel pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tchiani renoue aussi avec les Béninois qui ont été accusés par Traoré d'avoir des bases militaires cherchant à déstabiliser l'AES. Enfin, Tchiani signe des accords de coopération avec l'Algérie et reçoit une grande aide humanitaire de la part d'Alger. Alger qui, je le rappelle, vient de menacer ouvertement le dit Goïta de représailles s'il s'aventurait à venir frapper des Touaregs dans le nord Mali, à la frontière avec l'Algérie. Moi qui pensais que l'AES c'était ton pied mon pied, voilà que chacun s'abiboche avec qui il a envie. Et, cerise sur le gâteau, nous avons maintenant Goïta qui décide de signer un traité de non-agression avec l'État islamique qui, je le rappelle, fait des grands dégâts au Burkina Faso. Je rappelle d'ailleurs le massacre de civils qui a eu lieu récemment. Près de 700 civils ont été tués. Et si le dindon de la farce dans toute cette histoire, c'était notre ami Traoré. Traoré qui a cru vraiment, peut-être, lui, qu'il était le Néo-Sankara, sa réincarnation, et qu'il allait libérer l'Afrique entière et tous les Noirs de la planète. Celui-ci s'est dit peut-être naïvement que ces 2 comparses étaient d'accord avec lui. Mais il commence à comprendre que les États n'ont pas d'amis, comme disait Charles de Gaulle, et encore moins des putschistes. Car n'y a-t-il pas plus grand traître que celui militaire qui est censé protéger la nation et qui l'a détruit de l'intérieur? Ibé Cacao sera maintenant appelé Ibé le dindon. Dommage pour lui, il comprendra amèrement sa douleur. Et donc là, vous aurez vite fait de comprendre que ces putschistes, aujourd'hui, sont
dans un désarroi tel que eux-mêmes, le piège qu'ils pensaient pouvoir mettre pour prendre les autres, ils se sont pris eux-mêmes dans leur propre piège. Et depuis des années, je n'ai de cesse de vous dire que ces putschistes-là ont besoin même du djihadisme aujourd'hui pour pouvoir exister. Et donc travaillent main en main avec les djihadistes. Vous venez d'entendre, et ce n'est pas un fait nouveau pour tous ceux qui sont des élèves de la classe, je vous ai toujours dit que les putschistes du Sahel, aujourd'hui, sinon depuis des années, travaillent avec les djihadistes. Voilà Assimi qui vient de signer un traité de non-agression avec des djihadistes. Au lieu d'aller lutter pour chasser les djihadistes, il dit aux djihadistes, bon, vous restez dans le pays, on se côtoie, chacun fait son business. C'est ce que ça veut dire. Et c'est encore une justification. Quand vous regardez Ibrahim Kakao qui a donné 600 millions au Génim pour essayer de leur dire, temporisez un peu avec nous. Quand vous voyez Tiani qui a donné 120 millions à des groupes djihadistes pour négocier avec eux, est-ce qu'on peut prendre un serpent et le mettre dans sa propre culotte, comme disait quelqu'un? Est-ce qu'on peut cohabiter avec le diable? Mais justement, quiconque décide de cohabiter avec le diable, c'est qu'il est lui-même un suppôt du diable. Et quand tu es un suppôt du diable, tu es le diable en personne. Et ces groupements de djihadistes dans le Sahel gèrent aujourd'hui leurs différents pays comme des États proto-djihadistes. Ça veut dire quoi? Et depuis des années, je le dis, ils ont décidé de choisir un modèle qui est basé sur le modèle des djihadistes. Les djihadistes kidnappent. Ces gens aussi kidnappent. Les djihadistes font dans la désinformation. Ces gens aussi font dans la désinformation. Les djihadistes agressent. Est-ce qu'Ibrahim Kakao, aujourd'hui, alias Ibé Kaka, ne met pas tout en œuvre pour dire qu'il va déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est ça son projet. Alors que ce sont les djihadistes qui devraient l'attaquer. Aujourd'hui, dans leur propre pays, ils se sont coupés des relations internationales. Ils ont créé les conditions du chaos dans leur propre pays, comme les djihadistes. Et aujourd'hui, ils se sont volontairement empêchés d'aller à des élections. Ils ont détruit leur propre constitution. Et aujourd'hui, pour exister, si les djihadistes n'existent pas, les groupes de putschistes dans le Sahel n'ont pas de raison d'être. Et donc, il faut qu'ils collaborent, travaillent sur le même modèle que les djihadistes pour pouvoir exister, pour pouvoir ne pas aller à des élections. Et pour cela, ils vont même prendre des mercenaires dans le non-droit, contre toute règle humaine, pour venir les mettre dans leur pays, pour massacrer leur propre population. Et en plus de cela, dans la sous-région, ils disent comme ils ont détruit leur pays, il faut que le reste de la région ouest africaine soit détruite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire descendre les djihadistes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Bénin, comme toute la sous-région ouest africaine, pour que la violence s'installe partout en Afrique de l'Ouest. Voilà tout ce qui explique aujourd'hui pourquoi ces personnes travaillent activement avec les djihadistes. Et c'est dangereux. Et ces putschistes sont des personnes à combattre au même titre que les djihadistes, parce qu'eux-mêmes sont des djihadistes. Le premier sujet de la journée concerne Laurent Gbagbo, comme je vous le disais, qui est une valeur sûre des anti-valeurs. Et ici, c'est un texte du père Alexis Diette, et j'ai eu à lui donner ce titre-là, Laurent Gbagbo, l'épitome de l'anti-valeur. Ça veut dire Laurent Gbagbo, le niveau le plus haut de tout ce qui est négatif dans une société qu'un homme peut poser comme action. Laurent Gbagbo, comme diraient les Ivoiriens, est le sommet des sommets de tout ce qui est mauvaise valeur qu'une société rejette mais que quelqu'un fait. Monsieur Laurent Gbagbo en minuscule, l'incarnation de la sous-culture d'arbitraire et d'impunité répandue dans les classes politiques des États postcoloniaux africains. Si tu veux savoir qui Laurent Gbagbo est véritablement, Laurent Gbagbo, c'est le symbole parfait de l'injustice, de la violence, de l'impunité et surtout même, si vous me permettez le terme, de la bêtise politique dans nos pays africains
après les époques coloniales. Ça veut dire, depuis qu'on a fini avec la colonisation, là, si tu recherches quelqu'un qui incarne la bêtise politique, l'ignominie politique dans tous ses aspects les plus abjects, des plus affreux, des plus laids et des plus honteux, il faut dire le nom Laurent Gbagbo. On va te dire, depuis qu'on a fini avec les difficultés de la colonisation et qu'on a créé nos États modernes, là, c'est lui. À condition qu'il ait un minimum de pudeur, d'honneur, d'humilité et de sens de la responsabilité de l'homme d'État devant le peuple, Laurent Gbagbo en minuscule qui traîne derrière soi un passé lourd de déprédation politique. La déprédation politique, ce sont les malversations, les concussions, les détournements, les dilapidations, les gaspillages, les prévarications, c'est le même mot, devrait avoir le courage et la volonté de se retirer de la vie politique de la Côte d'Ivoire pour se faire oublier et écrire ses mémoires. Comme ces gens qui se caractérisent par toutes ces mauvaises valeurs que je viens de vous dire, quand ils dirigeaient les malversations économiques et politiques, quand ils dirigeaient les détournements, les dilapidations, les gaspillages, quand ils dirigeaient le pays, il n'y a rien qui soit quelque chose qui fasse honte que Laurent Gbagbo n'a pas posé comme action. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas honte, comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'humilité, comme c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de la responsabilité qu'un homme d'État devrait avoir, aujourd'hui encore, ce Laurent Gbagbo a le courage et a même la volonté de vouloir se présenter comme une figure politique, une référence politique, pour je ne sais représenter quoi dans cette nation-là. En réalité, quand on connaît le passif assez lourd et honteux de Laurent Gbagbo, l'individu doit lui-même volontairement se retirer de la vie politique de la Côte d'Ivoire et se faire oublier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ces gens-là pensent que ce sont les valeurs de la honte et toutes les mauvaises caractéristiques que je viens de vous citer là, c'est ce qu'eux vont imposer en politique pour qu'on sache qu'ils sont là. Surtout, quand il eut la chance, à la suite d'une erreur judiciaire regrettable, d'échapper à l'emprisonnement à perpétuité, à la potence ou à des balles des pelotons d'exécution selon les cas. Et il ne faudrait pas que Laurent Gbagbo oublie aussi que son procès à la haie, ça a été une erreur judiciaire que l'histoire, même la CPI, ça sera la honte que la CPI retiendrait. Et ça prouve à tous les Africains que la vie d'un noir ne vaut rien. Si c'était un blanc, Laurent Gbagbo aurait pris la prison à perpétuité. Mais au lieu que cela donne des idées aux Africains pour dire que vous pouvez avoir fait une erreur judiciaire, mais nous n'allons pas pardonner parce qu'une vie humaine n'a pas de prix, aujourd'hui Laurent Gbagbo se retrouve en train de faire dans la fanfaronnade. Mais Laurent Gbagbo, sache que si on était dans un monde sérieux et que si la Côte d'Ivoire même se voulait respectueuse, même après que tu aies échappé à la prison à perpétuité, à la haie, là, on devrait te guillotiner, c'est-à-dire te prendre là, te mettre en public et puis là, te couper la tête en public. Ou mieux te pendre en public, c'est ce qu'on appelle la potence. C'est ce qu'on aurait dû te faire. Ou bien carrément même là, te mettre devant un peloton d'exécution et puis te foutre des balles dans ton corps. C'est ce qu'on aurait dû te faire. Mais comme tu as eu la chance, tu penses que la chance, c'est une denrée qui se vend et tu veux venir reprendre les mêmes choses en 2025, Laurent Gbagbo, cette fois-ci là, tu ne vas pas échapper à ton destin qui sera funeste. En dépit de son lourd passif, l'ethno-nationalisme épurationniste, la milicisation et la criminalisation de la jeunesse, le saccage du système éducatif, le terrorisme et la xénophobie d'État, les massacres de masse, les viols des règles du fair play démocratique, le refus de reconnaître sa défaite électorale, la guerre civile qui en découla, Laurent Gbagbo en minuscule, au soir de sa vie, continue inlassablement, de manière impudente et de façon cynique, de se poser en victime pour revendiquer le pouvoir d'État et agiter le spectre des insurrections, de prétendre incarner le socialisme et la gauche, la lutte anticolonialiste, soi-disant panafricaniste. Voilà quelqu'un. Quand vous regardez son passé de génocidaire, c'est sous sa gouvernance qu'on a vu les charniers. Et dans une volonté de vouloir mettre
sa tribu sur toutes les autres tribus. Il a passé tout son temps à faire dans le génocide d'une partie de la population ivoirienne. Il a transformé les jeunes Ivoiriens en miliciens. Il a transformé la jeunesse ivoirienne en des criminels patentés qu'ils appelaient soi-disant jeunes patriotes. Il a créé un saccage du système éducatif ivoirien de la base jusqu'au sommet. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'avait rien à envier aux terroristes à travers sa politique de la xénophobie d'État, à travers les massacres des populations, à travers les viols des femmes, à travers même les viols des règles même de la démocratie, à travers le fait que chaque fois c'est lui qui doit envoyer la guerre dans des élections, sans oublier qu'en complicité avec Soroguio, ils ont inutilement imposé une guerre civile à la Côte d'Ivoire des plus longues et des plus meurtrières au soir de sa vie. Laurent Gbagbo continue encore de manière impolie, de manière effrontée, de manière arrogante, de manière cynique, de manière éhontée, de manière impertinente, de manière indécente, de manière insolente. C'est tout ça que le père Alexis Diet a mis en un mot, le mot impudent. Et avec une méchanceté et une noirceur de son cœur qui n'a pas de limite, Laurent Gbagbo veut se mettre aujourd'hui en victime pour revendiquer à toute la nation ivoirienne comme si la Côte d'Ivoire lui devait quelque chose, comme si lui, son père là, son père a payé plus d'impôts que tous les autres Ivoiriens. Laurent Gbagbo vient nous dire aujourd'hui, si lui, malgré tous ces crimes qu'on est en train de citer, malgré son passé honteux là, si lui, on ne lui donne pas ce que lui veut là, si on ne viole pas les lois de la Côte d'Ivoire, lui, pour lui faire plaisir là, en tout cas, lui va brûler la Côte d'Ivoire. Parce que lui s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que lui, aujourd'hui là, lui, c'est lui son seul papa là, l'impôt que lui, son papa a payé là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu payer un tel montant. Et donc là, lui, il va faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci, sera ta dernière chance. Cet homme n'incarne-t-il pas en Côte d'Ivoire et en Afrique en général une sous-culture d'arbitraire et d'impunité répandue dans les classes politiques et fondée sur le refus de ces derniers de reconnaître la souveraineté des peuples et de respecter leurs droits. À travers Laurent Gbagbo, tu comprends que nous avons une classe d'hommes politiques qui sont en réalité des malfaisants, des malfaiteurs et des individus néfastes, négatifs, toxiques qui utilisent la politique comme un argument dans nos pays africains pour essayer d'arracher au peuple sa souveraineté et montrer au peuple qu'on ne peut pas vous respecter avec vos droits. Et donc, quel que soit ce que nous on va faire, vous serez obligés de compter avec nous. Et Laurent Gbagbo incarne parfaitement cette sous-culture d'arbitraire et d'impunité qui est répandue dans les classes politiques en Afrique. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, là, tu as ton terminus. Les parents des gens que tu as tués t'attendent. Ta mauvaise politique qui a eu des conséquences, là, ça t'attend. Mais les victimes sont là et te regardent. Cette fois-ci, tu n'auras pas la chance de dire ne me tuez pas. Tu n'auras pas la chance de dire qu'on t'a déporté à la CPI. Tu seras méthodiquement exécuté. Si on n'a pas coupé ta tête, tu vas prendre des balles. Mais en tout cas, ça sera ta fin. Comme tu as décidé de faire chemin avec la honte, tu finiras dans la honte. L'impudeur, la conscience victimaire, le déshonneur, l'irresponsabilité, le cynisme, le mépris du peuple et l'orgueil sont et ont toujours été les vices congénitaux des dictateurs et des autocrates meurtriers sous toutes les latitudes en ce monde. Et donc ne soyez pas surpris, Laurent Gbagbo en lui, c'est ancré en lui comme ses gènes, l'inconscience politique. Ne pas être capable d'avoir honte et de s'abonner au déshonneur, d'être un homme irresponsable à fond, d'être un homme méchant volontairement, un cynique, un psychopathe de la pire espèce, qui n'a que de mépris pour le peuple et qui se donne des airs d'un homme orgueilleux, arrogant, parce que c'est ça la marque des dictateurs, des despotes, des potentats, des autocrates meurtriers criminels, le boucher de la lagune ébriée. Et c'est ça que Laurent Gbagbo veut prendre comme une valeur sûre pour imposer ça en politique. Mais Laurent Gbagbo, tu as ton terminus. Laurent Gbagbo est de cette espèce et en incarne les vices. Laurent Gbagbo, tu es un dictateur meurtrier, un despote sanguinaire, un individu
irresponsable, un individu cynique, un individu impudique, un individu qui est toujours victime dans sa conscience, alors que c'est toi le bourreau. Et donc, ça te donne les caractéristiques d'un psychopathe assoiffé de sang. C'est un texte du père Alexis Diette que j'ai réinterprété pour expliquer de manière plus simple. Sujet numéro 2, lutte contre le djihadisme et le terrorisme en Côte d'Ivoire. Voici l'identité des 29 complices interpellés. En Côte d'Ivoire, la menace terroriste demeure présente. Comme en témoigne l'arrestation récente de 29 individus accusés de participation à des activités de terrorisme. Vous savez, il y a quelques jours, on a arrêté 29 personnes. Que vous le voulez ou pas, là, le terrorisme, là, guette la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que tous les Ivoiriens en soient conscients. Il faut qu'on change notre manière et nos rapports avec ceux aujourd'hui qui, à travers leurs différents pays, veulent que toute la sous-région ouest africaine soit brûlée. Il faut qu'on change nos méthodes vis-à-vis de ces personnes. On ne peut plus les accueillir. On ne peut plus les mettre dans les mosquées. On ne peut plus les accueillir dans les églises. On ne peut plus les traiter comme des simples individus parce que nous ne savons pas aujourd'hui qui est djihadiste et qui ne l'est pas. Et quand je vais lire ce texte-là, vous allez comprendre pourquoi. Le gouvernement a pris des mesures fortes en gelant les comptes bancaires de ces suspects. Une information confirmée par un arrêté du ministère des Finances et du Budget daté du 22 août 2024. Et donc le gouvernement a mené une enquête. Les djihadistes, ce n'est pas seulement ceux qui brûlent les villages à Bassar-Logo, à Mansilla ou bien quelque part même à Tinzouaten, mais c'est aussi ceux-là même que vous voyez comme des simples civils, comme des simples bouchers, comme des simples boutiquiers, comme des simples commerçants ambulants. C'est eux aussi les djihadistes, parce qu'à travers eux, les djihadistes arrivent à faire le blanchiment de leur argent. Les djihadistes arrivent à faire des transferts et les djihadistes arrivent, surtout à travers les mendiants, à repérer les points qu'il faut toucher et bombarder. Ah oui, à travers même les mendiants. Parce que c'est ce que nous disons. Le djihadiste là, c'est pas seulement celui qui a les armes, mais c'est toute la chaîne qui les aide à arriver à cet objectif-là. Parmi ces personnes inculpées figure Guindo Adou, né à Bankas, au Mali, et commerçant résident à Diokwe, identifié comme le principal financier du groupe. Donc le plus grand chef de ce réseau qui a été démantelé là, son chef s'appelle Guindo Adou. Il est né au Mali, à Bankas, et il était commerçant, simple commerçant à Diokwe. Et qu'est-ce que vous... Alors que c'était lui qui était le chef du réseau des financiers du djihadisme. Mais on l'a attrapé. Ça fait un. D'autres individus portant le même patronyme ont également été mis en cause, notamment Guindo Beidari, né à Bankas, au Mali, commerçant vivant à Abobo, Biabou. Il a un autre de ses frères qui s'appelle Guindo Beidari. Ils sont nés dans tous même Mali à Bankas. Mais ce dernier encore était soi-disant commerçant à Abobo Biabou. Et Guindo Boureima, alias Sori, convoyeur de cars né à Bankas et résident à Yopougon-Niango Nord. Le troisième ici s'appelle Guindo Boureima, alias Sori, lui le convoyeur de cars. Est-ce que je ne vous ai pas toujours dit ici qu'ils prennent de l'argent frais et qu'ils font mettre dans les cars et les différents véhicules pour partir directement remettre aux djihadistes? Voilà, on vient d'arrêter un. C'est toute une organisation bien ficelée pour faire sortir l'argent, pour aider les djihadistes à faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas que tout, mais pour aider aussi à faire le djihadisme même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. So Alassane, commerçant à Dimokro de nationalité mauritanienne, fait aussi partie des suspects. Selon le journaliste de l'Avenir, le réseau ne se limite pas aux commerçants. En effet, des individus de divers métiers ont été inculpés et même impliqués dans la préparation des actes terroristes. Mais ceux qu'on vient de vous citer là, ils ne sont pas seuls. Et ils ne sont pas tous commerçants. Il y a aussi certains qui aident même à créer les conditions pour créer des attaques terroristes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Et donc là, ce que vous voyez là, on y trouve des bouchers, des vendeurs de bétail, des boutiquiers, des éleveurs, des conducteurs de tricycles, des marabouts et un imam.
Ces métiers, voilà, c'est clair devant nous tous. Ils ont été attrapés. Quand on leur demande là, je suis boucher, je suis vendeur de bétail, je suis boutiquier, je suis éleveur, je suis conducteur de tricycle, je suis marabout, je suis imam. Ils sont dans tous les secteurs. Et donc quand ils ont été pris, c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui, est-ce que cet imam là va pas héberger des djihadistes dans sa mosquée? Celui qui est marabout, le conducteur de tricycle, il rentre, toi tu le vois, tu lui donnes la marchandise, mais il rentre partout. Après, il rend compte, il donne des renseignements. Les éleveurs, même chose. Ils se promènent comme ça. Ils donnent des renseignements. Les boutiquiers, même chose. Eux, là, ça leur permet de blanchir l'argent tranquillement. Les vendeurs de bétail, les bouchers, même chose. Donc là, les terroristes, là, ce ne sont pas les gens enturbanés que vous voyez dans le désert, mais ce sont les boutiquiers, je n'ai pas dit tous. Je vais parler dans le général pour dire que ça peut être n'importe qui. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut se méfier aujourd'hui de n'importe qui. Parmi eux, Sangaré Moussa, vendeur de bétail, né et résident à Bouaké. Diallo Adama, burkinabé, conducteur de tricycle à Bouna. Bamba Daouda, vendeur de bétail, né à Bouna et actif à Bouaké. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Bouaké a aujourd'hui une plaque tournante des activités du djihadisme et du grand banditisme même dans la sous-région. De même, Sidibé Idrissa, vendeur de bétail de nationalité burkinabé. Il opère à Doropo dans la région du Bunkani. Tandis que Tal Idrissa Adam, également un burkinabé, est bouvier à Ara. Par ailleurs, le réseau comprend également des religieux et des marabouts. Sidibé Adama, employé de boulangerie à Doropo, est né à Bama au Burkina Faso, pour ne pas parler Burkina façon, est impliqué d'affiliation avec une association terroriste. Ce dernier est en lien avec Sidibé Amadou, éleveur, né à Kobi au Burkina Faso et actif à Teini. Diallo Boukari, un boutiquier, né à Nouna au Burkina Faso, ou bien si vous voulez Burkina façon, et résident à Ferkessédougou. Il est également cité parmi les membres du réseau. En plus de ces individus submentionnés, 2 hommes en armes ont été identifiés. Il s'agit du sergent-chef Yeo Peignan-Chiéré, des eaux et forêts résidant à Dabakala, et Palais Timon, garde pénitentiaire à Daloa. Un imam du nom de Diallo Daouda, né à Ayamé et résident à Port-Boué, ainsi que 2 autres marabouts, Diallo Ibrahim Sombo, un burkinabé résident à Méagui, et Bari Alaï, maître coranique burkinabé à Jacquesville, ont tous été impliqués. Le gel des avoirs de ces 29 individus par le gouvernement s'inscrit dans la lutte continue contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Ces actions témoignent de l'engagement des autorités ivoiriennes à protéger la population contre les menaces de déstabilisation et d'attaques terroristes. C'est un article qui est tiré de le mandat express.net. Et là, vous ferez vite de comprendre que ces noms que nous venons de vous donner là, ces personnes-là, regardez comment elles ont encerclé la Côte d'Ivoire. De Port-Boué, en passant par Méagui, en allant par Bouaké, en passant par Jacquesville, en allant à Doropo, en allant à Teini. Regardez comment ils ont encerclé la Côte d'Ivoire avec un réseau financier, en passant par Daloa. Mais ça là, si on vous dit là, et puis ça vous fait peur là, c'est pour vous dire que la menace est là aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas garde, si nous ne nous méfions pas, ces gens qu'on vous a cités là, les gens les connaissent. Avec tout ce qu'on vient de dire, les gens les connaissent. Qui ne connaît pas le sergent Yeo Peignan-Chiéré à Dabakala? Qui ne connaît pas Palais Timon à Daloa en tant que garde pénitentiaire? Et donc là, c'est aux Ivoiriens d'assumer aujourd'hui. Si on ne veut pas qu'on soit attaqué un matin, de la même, regardez comment ce réseau-là est bien mis. Il y a des transporteurs dedans, il y a des bouchers dedans, il y a des faiseurs de tricycle, il y a des marabouts, il y a tout le corps de métier dedans pour non seulement être capable de donner les renseignements, il y a même des mendiants là-dedans, soi-disant mendiants. Sinon, comment toi, un simple maître coranique
tu as des biens qui dépassent le revenu que ton métier devrait te procurer. Toi, tu es conducteur de tricycle, mais tu as étage. Toi, tu es éleveur de bétail, mais on te retrouve avec des étages. Simple boutiquier, on te retrouve avec des sommes que tu n'arrives pas à justifier. Toi, tu dis que tu es simple convoyeur, comme Guino Broema, qui vivait à Nyangon Nord, mais on te retrouve avec des millions et tu n'arrives pas à justifier. Et donc, chers Ivoiriens, si on vous dit tout ça là, c'est pour vous dire que ces djihadistes et ces terroristes, ils sont parmi nous. C'est à nous de nous méfier. Et méfiez-vous de tout ce qui peut être mal parce que vous ne savez pas d'où le mal peut venir. Bonjour, mon éclaireur Probabilité Affaires. Okay, merci beaucoup, maman. Comment allez-vous? Ça va. Ok, donc on vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde là-bas. Sans oui, ou moyen Côte d'Ivoire, ou les terroristes, ou les djihadistes. Mathieu bon, oui, Géré, Wabe Yakuba, Kokin, nous, oui, Naka, Amoué, Bagote, nous, oui, nous n'avons flambé dans les roues à dire si tout n'a pas Bago n'est bien toni parce que Bago est payé PPSI Kojepo MGC oui nous ou à passer y Mali Niger y Burkina ou y un terroriste oui tout ou dire Côte d'Ivoire 2025 où il y a un message m'a pas besoin à Kokin on va voir ouais, le Libanais, non, on est militaire, lui, recrutez-moi, où il y a beaucoup de sous, où vous plaît, où vous arrangement de politique, oui, ouais, à Bouna, pauvre, oui, où il y a vous sacrifier, nous, mais il peut même faire les moyens, les Burkina, mais tout dans les Maliens. Oh mon Dieu, il n'y a rien du tout. Elle est Bago, rebelle, rebelle. Nous ne pouvons pas dire de 2000 à 2011, un mois avant de reproduire nous. Donc on s'est gagné avant tout vous donner. Mon pauvre Seigneur, donc les parents de Côte d'Ivoire, je dis 29 à fait, et puis il dit, mais il y a la 59. Donc 29 personnes là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils sont peu dedans. Si on dit qu'il y a des Ivoiriens, c'est la complicité de Sorodium, de Bagos, là. C'est eux là, ils donnent des gens, de l'argent pour qu'ils encouragent les djihadistes qui sont chez les AIS là, pour pouvoir vous attaquer en 2025. Ceux qui sont en Europe aussi, qui sont les guerriers Wabe Yakuba là, eux là, ils n'ont pas de soucis là-bas. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien là-bas. Donc ils veulent forcément qu'on vous tue, qu'on vous assassine. Ils vont faire un arrangement politique là, pour vous sacrifier. C'est tout le problème ça. Donc, à bon entendeur, salut. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire, de cette efficacité légendaire. Et vous avez tellement bien dit les choses. Et il faut qu'on explique ça aux gens pour qu'ils comprennent. Le projet de l'opposition, comment faire tuer des Ivoiriens, et puis dire, il y a des gens qui sont morts. Et aller profiter de cela pour avoir encore des billets de banque. Et ça ne va plus prospérer. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Nous vous souhaitons un excellent week-end. À vous et à toute la famille. Merci beaucoup et bien des choses à tous. Merci, mon éclaireur. Pareil pour vous aussi. Merci beaucoup, cher maire. Bonjour à tous et à toutes. Mon argumentaire s'articulera seulement autour d'un point que tu as brillamment évoqué tout à l'heure. Donc, moi, mon argumentaire est relatif à la 5e colonne. Vous avez décrit tout à l'heure l'environnement hostile auquel nous faisons face, avec des espions et des conspirateurs tapis dans l'ombre, ici et là, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Moi, j'aimerais exhorter nos grandes oreilles, en l'occurrence nos services de renseignement, d'ouvrir davantage leurs oreilles et d'infiltrer les grains, les cafés et tous les points de regroupement susceptibles d'abriter ces individus tapis dans l'ombre, attendant froidement des consignes pour frapper telle une cellule dormante d'une nébuleuse. Alors, moi je souhaite que nos autorités aillent plus loin en interpellant également tous ceux qui font l'apologie du terrorisme dans les cafés et les grains. Parce que dans les cafés et les grains, il y a des gens qui ont le
malin plaisir de faire l'apologie du terrorisme et même de prévoir que le terrorisme frappera la Côte d'Ivoire en plein cœur, en donnant même, souvent même, un calendrier. Moi, je pense que ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. L'intention vaut l'acte. Tous les individus qui feront l'apologie du terrorisme devraient être interpellés, de mon point de vue. Merci infiniment, éclaireur. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir aujourd'hui. Vu que le temps imparti à notre émission tire à son thème, j'aimerais m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et vous dites des choses extrêmement sensées. Et moi, j'irais loin pour dire toute personne qui fait même l'apologie de la violence. Parce que quand on habille le monde en parlant de terrorisme, mais le terroriste, c'est celui qui montre comment il faut fabriquer des cocktails Molotov. Le Exactement. terroriste, c'est celui-là même qui dit j'ai du feu en main que je vais déverser sur les gens. C'est Simone Babo. C'est Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé, c'est Damana Picasse. Et bien d'autres. Parce qu'ils ne sont pas les seuls sur le terrain ivoirien, ils ne sont pas les seuls Ivoiriens. Ils ne peuvent pas se permettre de mettre en mal les Ivoiriens. Eh oui. Et à un certain moment là, si l'article 185 a été renouvelé là, on veut bien qu'elle soit appliquée, cette loi-là. Ouais. Mais si c'était pour rendre le texte plus gros et puis ne pas l'appliquer, en ce moment, ça ne sert à rien. C'est quand on laisse trop de mauvaises choses prendre du terrain qu'on se retrouve dans la violence. Parce qu'on conditionne les esprits à cela. Mais ceux qui professent la violence, là, si on les prenait et puis on leur dit, va devant la justice, là. Si ça se passe une ou deux fois, ils vont changer leur comportement. En fait, ces gens s'adaptent à l'environnement. On fait et puis il n'y a rien qui arrive. Donc là, pourquoi ne pas aller de plus en plus? Et donc, ils essayent de pousser les limites. Et au fur et à mesure qu'on approche des échéances, on va se retrouver en face. Ils ont habitué la population à la violence. Et maintenant, ça va se passer dans le réel. On va voir des morts et des dégâts. Et ce que vous avez dit, les grandes oreilles travaillent suffisamment. Et même en mai, en mai passé, il y a eu des interceptions de personnes qui se sont réunies à travers des grains, mais qui ont été vite ramenées à l'ordre. Et donc, ça, c'est pour vous dire qu'ils travaillent. Mais comme vous l'avez dit, c'est toujours important de continuer. Et à nous aussi de les aider. Quand on voit quelque chose, là, signalons. Exactement. Voilà, pour qu'on puisse aussi leur donner les renseignements pour leur faciliter le travail. Et donc, vraiment, merci d'être revenu sur cela. Et continuons de croire en l'état de la Côte d'Ivoire et ses services. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Les habilleurs de masques. Vous vous souvenez comme moi de Soro Guillaume se targuant d'avoir habillé le masque Ouattara. Seulement, l'habilleur a pris la décision de partir et il erre encore aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que le masque Ouattara a été trop puissant pour son habilleur? Je crois que oui. Aujourd'hui, son errance est ponctuée d'humiliations, dont la plus retentissante fut l'OQTF, entendez là, l'obligation de quitter le territoire français que lui a adressé le président Macron. Aujourd'hui, place aux habilleurs du masque Tidjane Thiam. Est-ce un masque sénégalais ou baoulé? La question reste posée. Mais nous espérons que vous avez remarqué, comme nous, élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, que par manque de talent et de créativité, le masque Titi voudrait être une copie conforme du fétiche Prador. Voyez vous-même, ils se sont posés des questions simples. Ouattara est économiste, Tidiane aussi. Il est musulman, ok. Il a un niveau de langue impeccable, à voir. Il est classe, à revoir. Il a pour épouse une blanche,
Il faut que tu t'en trouves une, Tidiane, et ce fut fait. Oui, mais pour ce qui est de retenir notre attention et qui nous invite à plus de vigilance et qui ne se dit pas assez, c'est la vision monarchique sur le fauteuil présidentiel qui veut que le détenteur du pouvoir l'exerce en vertu d'un droit propre qui est divin ou d'hérédité. Ceci est tellement vrai que dans la tête de Titi et de son clan, le fait qu'il ait tant de points communs avec son Excellence Ouattara est un cadeau de Dieu. Mais en plus, il remplirait le droit d'hérédité car prince consort de feu son Excellence Houphouët-Boigny. Allons-nous nous laisser faire? Non. Titi n'est pas héritier. Et même s'il l'était, ce serait que par défaut. Et selon les lois sociales de seulement un groupe ethnique sur les 63 que compte le pays. Il est donc loin d'être représentatif à l'échelle nationale. De toutes les façons, nous veillons au grain et nous ne dormirons que d'un œil. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour ce rappel qui est hautement utile sur des gens qui se donnent des airs de ce qu'ils sont loin d'être. C'est grâce à moi que certains sont devenus présidents. Comme disait Soroguium, mais aujourd'hui qui est lui-même incapable d'être président et de se faire président. C'est nous qui avons nommé Ouattara au FMI. Pur mensonge. Mais vous aviez été incapable de nommer votre Tidiane Thiam. Et donc, voyez-vous, chacun est le héros dans son propre film. Mais la réalité remet chaque individu à sa place. À la vérité, lorsqu'un individu connaît sa place, le monde devient beaucoup plus facile pour lui, comme nous enseignent les stoïciens. Si tu veux dîner avec les dieux, ne choisis pas ta place. Laisse ces dieux-là t'inviter à leur table et fonctionne sous leurs instructions. Et tu verras que c'est eux-mêmes qui vont te déterminer ta place. Malheureusement, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris dans la politique ivoirienne. Non, je traîne derrière moi l'historique familial de Félix Houphouët-Boigny. Donc, rien ne doit m'être refusé. On ne doit rien me refuser. Ça doit faire de moi ce que je veux être. Chose bizarre. Mais aujourd'hui, sois ce que tu veux. Parce que la réalité, nul n'échappe. Parce que tu n'as jamais appris à te battre. Parce que tu n'as jamais rien acquis avec ton propre nom et ta propre volonté. Et donc ne peut être prince qui le veut, mais qui le peut. Ne peut être prince qui le voudrait, mais qui en a les capacités. Aujourd'hui que tu es maintenant dans la réalité, sois ce que tu veux être, sans compter sur les autres. L'individu se cache. La tradition baoulée n'est pas la tradition ivoirienne. Ce n'est que la tradition akan. Dans une communauté bien donnée, nous avons plus de 60 communautés en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune communauté qui va imposer son dictat sur une autre. Et chers Ivoiriens, le temps nous dira qui vaut quoi, mais les Ivoiriens prendront le temps de savoir qui est qui vaut quoi et qui ne vaut pas quoi. Et chers Ivoiriens, ne vous laissez pas impressionner. Demandez à chacun des hommes politiques, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'ai dirigé le Crédit Suisse. Mais le Crédit Suisse, comme disait quelqu'un, c'est comme Coupec. C'est comme Coupec. Ça là, ça n'impressionne personne. Ce n'est qu'une petite banque commerciale. Là où tu as été incapable, tu as échoué, tu as été chassé.
Tu ne peux pas impressionner quelqu'un. Même chose pour Soro Guillaume. Non, j'ai les plus grosses armes, comptez sur moi. Mais aujourd'hui, qu'il se retrouve face à son destin funeste et morbide. Chers Ivoiriens, choisissez d'abord vos intérêts. Choisissez d'abord la vie. Choisissez ce que vous voyez qui soit concrète. Le 1 tiers que le président vous donne aujourd'hui est mieux que le 3 tu auras des autres qui ne vous ont jamais rien donné. Donc croyez plutôt en la réalité et soyez cohérents avec vous-même. C'est comme ça que nous nous en sortirions. Sujet numéro 3. Le président Alassane Ouattara reprend en main la gestion du RHDP. Durant les congés, le président a mené plusieurs réflexions sur la gestion de son parti à 13 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il en a fait part à ses ministres le 5 septembre 2024. Vous vous souvenez, hier on vous a dit ici que c'est le jeudi, le gouvernement a repris ses activités parce qu'ils étaient en vacances. Donc pendant ces vacances-là, chaque fois quand le chef de l'État se retire pour aller en France, à Mougins, il réfléchit. Et il a dit, on va aller aux élections en 2025. Il faut que je réfléchisse sur l'avenir du RHDP. Et donc le 5 septembre, quand il s'est rencontré avec ses ministres, il leur a parlé de cela. Lors du Conseil des ministres de rentrée, qui s'est tenu le 5 septembre 2024, le président Ouattara a donné le ton. Le chef de l'État a informé les membres de son gouvernement de son intention de reprendre la main sur la gestion du RHDP, le parti au pouvoir. Il a clairement dit à tout le monde, il dit, je vais moi-même reprendre le contrôle du RHDP. Il n'a pas passé par 4 chemins pour le faire comprendre à tous. Selon nos sources, il a donné des instructions fermes pour que désormais, tous les coordinateurs régionaux, dont la grande majorité gèrent des portefeuilles ministériels, lui rendent directement compte. Et donc, il a dit à tous ceux-là, tous ceux qui sont les coordinateurs régionaux, là, vous savez que tout récemment, on a mis des coordinateurs régionaux et on leur a dit d'aller mobiliser dans leur région. Il dit à partir de maintenant, là, vous ne rendez plus compte à Kone Kafana Gilbert, qui était le haut représentant du chef de l'État et qui était aussi un ponte du directoire. Il demeure toujours à son poste. Il demeure toujours le haut représentant de l'État. Mais le chef de l'État a demandé à ce que tous ces coordinateurs régionaux-là, puisque qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a certains qui vont mentir. Ils ne vont pas faire le travail. Et ils vont venir mentir là. Le président va les prendre par les mots et directement. Et ça va les obliger à travailler véritablement. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Il y a certains qui viennent et sachant qu'ils n'ont pas la pression qu'il faut, ils ne font pas le travail et après ils font des faux rapports. Maintenant, là, quand tu vas aller tout droit devant le président pour aller lui mentir, là, ce que tu vas gagner dedans, là, c'est toi seul qui connais. Donc là, il va reprendre le contrôle du parti. Tous les coordinateurs régionaux doivent venir pour lui rendre compte directement, sans intermédiaire. Le bilan de la mobilisation des nouveaux électeurs en vue de la révision des listes électorales reste faible dans certaines régions du pays. Et donc, actuellement, comme vous le savez, on est en train de mobiliser les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent d'avoir 18 ans pour voter. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Dans certaines régions, la mobilisation est très faible. Le président Alassane Ouattara souhaite insuffler un nouveau dynamisme à son parti, alors que des luttes internes pour le leadership opposent plusieurs de ses cadres. Certains d'entre eux remettent régulièrement en question l'autorité de Gilbert Kone Kafana. Au sein même du RHDP, il y a quelques petites mésententes entre les cadres parce que certains estiment que M. Kone Kafana ne joue pas pleinement son rôle quand d'autres même ont d'autres idées dans la tête. Et donc ça crée une certaine confusion. Et donc pour éviter tout ça, le chef de l'État, qui est un homme d'expérience, a compris qu'avant de compter sur les hommes, il faut d'abord compter sur soi-même. Si eux, ils sont dans l'amusement, à 13 mois des élections, en train de faire des petits palabres de leadership entre eux, c'est moi je dois être devant, c'est moi je dois être derrière, c'est toi qui ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, alors qu'on devrait être au travail là. Le chef de l'État a compris que ce que vous lui avez fait en 2020 là, ça ne va plus se passer. Et de la même manière que le chef de l'État est en train de prendre ses responsabilités là,
pour se faire entourer par des hommes solides, sûrs pour avancer là. C'est comme ça aussi que nous, la population là, on va aussi s'apprêter pour attendre les militants qui vont s'aimer la violence. Et on n'a pas besoin de quelqu'un. On n'aura pas besoin de quelqu'un. De la même manière que le chef de l'État est en train de reprendre ses responsabilités là. Vous, au lieu aujourd'hui de vous déterminer par vos actions concrètes sur le terrain pour apporter des résultats, vous êtes dans des petits problèmes de lutte interne pour le leadership. Il faut que moi j'ai tel poste. Il faut que moi je sois ceci. Il faut que je mette des pots de banane à celui-là pour que je sois vu. Il n'y a pas de problème, continuez. Au lieu de chercher à assainir le parti pour chasser des gens comme les Augustina de Yamoussoukro, pour prendre les vrais hommes qui peuvent nous amener à gagner ce combat-là, vous êtes dans vos petits problèmes. Le chef de l'État vous dit merci, continuez dans ça, mais moi je n'ai plus le temps pour ça. Même s'il faut que je sois seul avec 10 personnes là, et avec les vrais militants là, et avec des gens qui seront honnêtes, qui vont me faire des rapports directs sur du concret là, je vais aller avec eux. Continuez dans vos petits palabres de leadership, de lutte interne. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Lors de ce même conseil des ministres, le président Ouattara s'est montré agacé par certains résultats gouvernementaux jugés insuffisants, ainsi que la faible mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, exposant le pays à un potentiel recours à la dette. Et pour finir la réunion, il a aussi dit qu'il n'était pas du tout content de certains ministres, que malgré tous les fonds qui sont mis à leur disposition, malgré tout ce que l'État fait, ces ministres-là patinent et n'apportent pas les résultats qu'il faut pour satisfaire les Ivoiriens. Quand on regarde les moyens qui leur sont octroyés, qui leur sont donnés, ces ministres-là ne travaillent pas du tout. Et comme on l'a dit ici, en tout cas, nous, on a toujours été pour un vrai remaniement. Il faut nommer vraiment des hommes vrais, des hommes de mission, des hommes qui peuvent donner des résultats pragmatiques. On n'a plus besoin, si c'est le temps de remercier les uns et les autres, on a déjà fait ça suffisamment. On a remercié le PDCI, on a remercié tout le monde. À l'intérieur même du RHDP, tout le monde a été suffisamment remercié. Maintenant, là, c'est les Ivoiriens qu'il faut remercier. Et le travail qui doit être fait là, c'est les Ivoiriens qui doivent bénéficier d'abord. Et ces ministres qui ne veulent pas remercier les Ivoiriens, en travaillant directement pour les Ivoiriens, le chef de l'État les a interpellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas loin d'être mises à la porte. Il a aussi dit qu'au niveau des impôts, là, les structures d'impôts ne font pas bien leur travail parce qu'elles ne touchent pas tous les secteurs. Ce sont les pauvres individus comme les éclaireurs. Chaque fois, on leur dit qu'il faut aller payer un impôt, c'est comme ça. Mais et les autres, et les Burkinabés, et les Maliens, et les étrangers qui ne veulent même pas payer un impôt, là, qu'est-ce que vous faites aussi pour leur faire payer des impôts? Mais le chef de l'État a dit, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les sommes que les gens payent. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas. Aller vers ces beaucoup de personnes-là et forcer-les à payer les impôts comme de la manière éclaireur, Pro-VT paye les impôts. Il dit, si vous ne payez pas les impôts, on sera obligé d'aller prendre de la dette alors qu'on a les moyens de mobiliser. Il a demandé à son premier ministre, Robert Begré-Mambé, de veiller à l'amélioration des recouvrements. Et donc, il a demandé à monsieur le premier ministre de personnellement se mettre à la tâche pour que les services des impôts rapportent plus. Toutefois, le président a annoncé qu'il n'envisageait pas de remanier le gouvernement dans l'immédiat. Mais il a pris le temps de dire que le remaniement qu'il va faire là, ça ne sera pas dans l'immédiat. Comme quoi, il laisse une petite chance à tout un chacun de s'améliorer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dernier avertissement. Ça veut dire que c'est le dernier avertissement. Effectivement, il avait réfléchi sur la question. Il voulait le faire. Mais après, il s'est dit non, donnons-leur encore une dernière chance pour voir. Et donc là, c'est un dernier avertissement pour les uns et les autres. Enfin, pour la première fois, il s'est exprimé sur le déguerpissement des commerces informels et d'habitats précaires dans le district d'Abidjan. Ces opérations gérées par le gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo ont suscité de nombreuses critiques. Le président Ouattara a assuré que le gouvernement apporterait son soutien aux sinistrés, quand bien même que ces opérations vont continuer. Et donc le chef de l'État a parlé aussi des déguerpissements. Le gouvernement va apporter son soutien à tous ceux qui ont été déguerpis, même quand bien même qu'ils soient dans l'illégalité. On va leur apporter ce qu'il faut comme aide. Mais toutes les zones qui ont été ciblées seront dégagées. Ça, il n'y a rien à faire.
Parce que comme il l'a dit, tout ce qui est projet de développement pour tout le monde là, ce qui peut profiter à tout le monde là, on va faire ça pour tout le monde. On ne va pas laisser quelqu'un parce que toi, tu es dans ton petit commerce et puis on ne va pas progresser, on ne va pas aller de l'avant là. Ça aussi, on ne va pas faire ça. Le temps que tu avais eu pour bénéficier là, c'était ta chance. Surtout que vous n'étiez pas dans la légalité. Maintenant, là, on va progresser. Et donc, le résumé des informations que je vous donne, vous allez trouver ça dans le Jeune Afrique d'hier. C'est là-bas que j'ai retiré l'information, j'en ai fait la synthèse. Et donc, mesdames et messieurs, on va passer directement à l'édito des Mers Blancs. Bonsoir à tout le monde. Oui, éclaireur, je voulais juste parler de la mobilisation des Ivoiriens ici même en France. Et effectivement, il faut que le président vraiment veille au grain parce qu'au niveau de la communication, il y a toujours de sérieux problèmes. Figurez-vous que le samedi dernier, il y avait une projection de film concernant la vie du président et malheureusement, qui était organisée par l'ambassade et avec le consulat, et malheureusement, au niveau des militants des RHDP, nous avons été associés au dernier moment. C'est vraiment encore preuve que ni l'ambassade, ni même au niveau de la communication même du RHDP ici en France, il y a toujours de gros problèmes. Et il faut le dire, si on ne le dit pas maintenant, c'est pas, on entend les murmures, et c'est pas à la dernière minute qu'on va dire, ah ben tiens, si on savait, ou bien on avait entendu ça, et nous qui sommes là pour parler, pour communiquer, on n'a pas transmis le message. Il y a de grosses défaillances. L'ambassade, on ne sait pas à quoi ça sert véritablement, quand bien même que normalement, il doit faire la publicité du pays à travers son président. Et là, c'est pas du tout Ivoirien confondu. Maintenant, quant aux militants des RHDP, bon, on va donner un chiffre qui n'est pas en dessous de quand même 20 000. Et 20 000, le nombre de personnes qui étaient présents, je n'ai pas le chiffre, mais ça va m'étonner que ça atteigne 500. Ça va être exagéré. Donc, pour dire que en fait, la communication ne passe pas, ça passe très mal. Donc, il y a une véritable mobilisation à faire. Et ici, les gens n'ont pas le temps. Vous faites une projection demain et c'est aujourd'hui on vous avertit. Mais non, les gens n'ont pas assez de temps pour programmer cela. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en Île-de-France, sinon en France tout entière. Maintenant, concernant, vous savez, l'opposition, donc il y a Simone qui se prépare, parce que comme elle a été amnistiée, donc elle n'a aucun problème, et éventuellement si le gars le plus violent de toute la politique ivoirienne, Gbagbo, ne serait pas retenu, soit ils s'entendent bien avec Simone, ou alors ils vont continuer leur œuvre qu'ils sont en train de préparer, à savoir tout brûler, sachant que quand on brûle, c'est pas un seul Ivoirien qui sera brûlé. Et donc nous tenons Gbagbo responsable pour dire qu'il a des enfants. S'il pense à ses enfants, s'il pense à sa famille, je veux dire ça, deuxième ou une nouvelle ou une ex, donc c'est tout un ensemble. Si la Côte d'Ivoire brûle, il n'y a aucun Ivoirien, dès que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, vous qui êtes associés, vous allez payer le grand prix. Voilà, donc c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, vu que le temps est assez limité, je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Et je peux vous dire que vous n'avez pas de soucis à vous faire. En ce qui concerne la communication du RHDP, c'est vraiment le talon d'Achille du RHDP. C'est le maillon le plus faible du RHDP. Et votre souci, vous n'avez pas à vous le faire parce que ce n'est pas seulement en Île-de-France, c'est partout, cher aîné. Si vous pensez, c'est vous qui connaissez vos problèmes en France. Mais c'est partout. Les gens ne communiquent pas. On ne sait pas pour quelle raison les gens cachent les informations. Bon, quand ils cachent, je ne sais pas si ça leur est important. Et puis à la dernière minute, tu les vois, ils viennent vous dire, ah, il y a telle chose demain. Hein. Moi, je vais laisser mon travail pour aller derrière RHDP. Moi, je vais laisser mon travail pour aller derrière RHDP. Même si on dit. On est en Occident. Et puis là, les gens là, apprenez à respecter vos militants. Ce problème-là va nous causer des grands torts. Et ça a déjà causé des grands torts. Mais ça continue.
Et on en parle, il n'y a pas de changement. Si le chef de l'État lui-même ne prend pas des mesures sérieuses pour frapper dans le tas, pour mettre des gens responsables qui veulent jouer pleinement le rôle. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois, les 4 types de militants. Malheureusement, c'est une réalité qui est partout, cher aîné. Et je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut faire avec, mais il faut que des solutions soient trouvées dès maintenant. Et vous avez plus que bien fait de l'évoquer encore, avec un exemple qui est particulier, parce que vous parlez de ce que vous connaissez et de ce que vous avez vécu, et vous avez donné des détails. Normalement, sur cette question-là, Bandama Maurice devrait être questionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que les Ivoiriens ne soient pas informés? Et c'est à la veille qu'on les informe. Est-ce que ça ne cache pas d'autres choses? C'est tout ça qu'il faut vérifier maintenant. Et vraiment, merci infiniment d'avoir évoqué cette question-là qui doit interpeller tout le monde. Si nous voulons vraiment que le parti réussisse, c'est aussi en informant les gens correctement. Et vraiment, merci de votre sortie de ce jour. Et nous allons vous souhaiter un excellent week-end et une excellente soirée. Merci. Je vous en prie, cher ami. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent, vraiment que Dieu continue de nous garder dans ses grâces. N'oublions pas, demain c'est TikTok et nous sommes bloqués sur les EPV. Demain nous nous retrouverons chez BSB. Donc ceux qui auront la chance d'être connectés par sur BSB, vous pouvez partager pour que les autres puissent venir participer au festin intellectuel. Vraiment merci à toi l'éclaireur. Moi je vais bondir rapidement sur ce que le frère Adam Kodé vient de dire. L'éclaireur, moi je ne suis pas d'accord que le RHDP organise quelque chose et qu'on informe les gens à la veille ou bien à 2 jours de l'événement. Franchement, comme on a dit, il y a un problème de communication et qu'il faut éradiquer à ce fléau. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment rattraper le RHDP. Il faut vraiment que ce côté de communication, informer les gens là, travailler dessus, franchement. Et je suis content quand tu me dis aujourd'hui que le président prendra le RHDP en mai. Je suis très heureuse. Parce que franchement, quand toi-même, le chef d'un groupe, tu vois que dans ton groupe, il y a trop de murmures, ça bavarde ici, ça fait ça, les fâchés sont ici, les frustrés sont ici pour finir là, l'éclaireur, tu montes au créneau. Et c'est ce que nous on voit ici aux États-Unis. Voilà pourquoi ici aux États-Unis, quand tu regardes le manager travailler, toi-même qui es l'employé là-bas, tu n'as pas le courage de t'asseoir. Et c'est ça, Papa Ado. Vraiment que Dieu te donne la force. Parce que franchement, RHDP là-bas, on ne comprend rien. Franchement, tu passes ici, il y a problème. Tu passes là-bas, il y a problème. À gauche, il y a problème. À droite, il y a problème. On ne sait même pas où on va. Alors, c'est un parti au pouvoir. Ce n'est pas comme un parti qui n'est pas au pouvoir, l'éclaireur. Quand souvent les gens me disent qu'il faut que les gens cotisent, les militants cotisent pour organiser ça, je dis, mais attendez, nous sommes au pouvoir, mais nous sommes à l'opposition. Les gens peuvent faire le sacrifice à l'opposition. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut qu'ils leur se sacrifient. Franchement, l'éclaireur, je suis content. J'espère bien que les choses bougeront comme il faut. Parce que tel que je connais Papa Ado, c'est un bosseur. Papa Ado, quand il met sa main dans quelque chose, il veut que ce soit bien fait. Et c'est ça un leader. Donc franchement dit, on est fatigué de tous les petits problèmes. Parce que regardez en Occident par exemple, vous organisez quelque chose, vous informez les gens, peut-être même à une semaine, même souvent c'est un peu, c'est très peu. Les gens travaillent. Il faut présenter des excuses au boulot pour pouvoir partir où tu dois aller pour le RHDP. Mais sans informer les gens juste à la date, ils vont faire comment? Les gens travaillent. Il n'y a pas de vagabonds en Occident. Oui. Les vrais immigrés ne sont pas des vagabonds. Tout le monde travaille. Donc il faut respecter au moins le travail des immigrés, quoi. Franchement. Et le RHDP, franchement, travaille dessus. Il y a un problème de communication. C'est un grave problème et qu'on ne comprend pas. Mais comme le président va prendre les trucs en main, on espère que tout ira pour le mieux. Et c'est ce qu'on souhaite au fait. Pour ne pas prendre tout ton temps, l'éclaireur, je vais m'arrêter là. Sinon, le côté des djihadistes que tu as dit, les gens s'entendent. L'éclaireur, il y a longtemps, tu nous as dit ça ici. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe au fait. L'éclaireur, toi, tu es clairvoyant. Voilà pourquoi tu es éclaireur là. Tu as dit ça ici il y a longtemps. Et vraiment, quand on regarde, c'est ce qui suit. Voilà pourquoi notre sujet de la fois dernière, on a demandé entre eux et puis les djihadistes, c'est qui le vrai djihadiste, le vrai terroriste au fait.
Vraiment, merci l'éclaireur. Bon samedi à tous, bon week-end à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu protège le gouvernement de Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, et nos forces de l'ordre, tous ceux qui assurent la sécurité de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous protège. Merci l'éclaireur. Les FV demain, Inch'Allah. TikTok. Merci. Je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci de cette efficacité. Merci de clarifier tous ces malheureux événements. Sachez que nous qui sommes en Occident, vous ne pouvez pas nous traiter comme des gens qui ont besoin de manger, ou bien qui ont faim, ou bien les politiciens en Côte d'Ivoire, là, nous, en fait, on gagne les mêmes salaires que vous, souvent on gagne même mieux que vous, pour vous dire la vérité. Donc là, vos relations avec nous, là, faites beaucoup attention. Nous, là, on s'en fout de vous. Donc, ne venez pas pour dire non, à la dernière minute, ou bien moi, je vais prendre mon argent pour cotiser dans RHDP. Pourquoi? Je paye impôt aux États-Unis, je paye impôt en Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti qui est au pouvoir. Et puis moi, je vais prendre mon argent donné. Si je fais ça là, que Dieu me mette en enfer. Si le RHDP ne peut pas se financer là, avec ces cadres qu'on a nommés, des cadres méchants, qui ne pensent pas aux militants, mais qui ne peuvent pas nommer, qui ne peuvent pas encore financer le parti, c'est qu'on s'en fout, c'est que le RHDP là va tomber. Et c'est pas ce qu'on vous a donné là, c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pour vous faire plaisir ou bien c'est parce que vous êtes les plus importants? Non seulement vous n'aidez pas les militants, non seulement vous ne voulez pas financer le parti, vous dites aux pauvres militants de prendre son argent pour mettre dedans. Hey, et l'argent qu'on a mis dans l'opposition là, de 93 jusqu'en 2011 là, ce que les militants ont fait là, c'est suffisant. Si vous êtes au pouvoir, si vous ne pouvez pas financer votre parti, si vous ne pouvez pas communiquer là, c'est votre problème. Mais ça là, gardez ce sentiment-là pour vous-même. Parce que là, il n'y a personne qui nourrit son ami. Et vous n'êtes pas important pour nous. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Et ce qui arrive à Kone Kafana là, c'est très bien fait. Ce qui arrive à Kone Kafana aujourd'hui là, c'est très bien fait. S'il avait assumé ses responsabilités et qu'il avait été droit comme il fallait là, aujourd'hui ça n'allait pas arriver jusqu'à ce que le chef de l'État prenne le contrôle de la situation. Voilà. C'est l'incapacité même du directoire. Et ça, on l'a critiqué ici à maintes reprises, que le directoire était centre d'incapacité. Mais voilà aujourd'hui le résultat qui est en face de vous. Ça ne vous fait pas honte que le chef de l'État aujourd'hui, avec tout le poids de la responsabilité de l'État, que lui dise je vais reprendre encore le contrôle du parti. Ça ne vous fait pas honte. Voilà. C'est un échec du directoire. Voilà des gens qui ne peuvent même pas prendre une décision correcte. Ah non, bon, ceux-là ici, là, bon, on va prendre nos amis pour les nommer ici. Et ils vont être nommés, ils vont aller faire mairie. Ah non, ceux-là ici, on va aller faire élection ici parce qu'on a vu que la population a résisté là-bas. Bon, ceux-là, on va les laisser, ils n'ont qu'à ces choses là-bas. Même pour faire les choix les plus simples, ils en sont incapables. Parce qu'ils veulent tout faire sur la base du copinage. Ils veulent tout faire sur la base des considérations qui commencent par eux et qui se terminent par eux. Et c'est très bien fait. Pour tous ceux qui sont dans le directoire, c'est un désaveu pour vous. Ça veut dire que vous ne foutez rien. Et ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est nous qui lui disons de rester. C'est nous qui lui disons d'aller être candidat. Mais encore, on l'oblige encore à faire le travail que nous aurions dû faire. C'est une honte. C'est une honte. Et ça, il faut le dire aux uns aux autres. Tu ne peux pas demander à ton père de te donner quelque chose et en même temps, tu te moques de lui. Aujourd'hui, là, les militants sont mobilisés. Ça fait 4 ans ici que nous on parle. On n'a jamais pris 5 francs avec quelqu'un. On n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Et on n'est pas découragé. On informe nos populations. Mais vous, les cadres, là, vous faites quoi? Vous apportez quoi? Ça aussi, il faut qu'on fasse ce bilan-là. Il faut que vous vous asseyez avec les militants pour qu'on sache ce que vous faites. Mais à la réalité, vous ne faites rien. Salama vous dit ça. Ceux qui s'attendent à avoir quelque chose avec vous et qui ne peuvent pas vous dire ça, là, moi, je vous dis ça en face. Parce que je m'en fous de ce que vous avez et je n'en ai pas besoin. Mais ne soyons pas méchants et hypocrites envers celui qui vous a permis d'être là. Et avec ce comportement-là, ne comptez pas sur nous. Je vous l'ai toujours dit. Le jour que le président Ouattara n'est pas là, à part TBO là, nous on s'en fout de quelqu'un. Nous on sait ce qu'on va suivre. Nous on sait ce qu'on va suivre. À part TBO et puis le vice-président là, nous on s'en fout du reste. Si vous voulez là, la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler, nous on s'en fout.
Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais nous, on sait ceux qui sont vrais avec nous. Donc non, si le président montre quelqu'un, si le président Ouattara nous montre quelqu'un, à part quelqu'un qui on ne va pas le suivre. Pourquoi on va se mentir? Arrêtons d'être hypocrite. Hein? Si le président nous montre quelqu'un, et suivez-lui là, et puis nous on voit que ça ne nous, on ne va pas le suivre. C'est que ça sera la fin du voyage. Parce qu'à la fin là, chacun sait ce qu'il arrange. Et nous là, avec tout ce qu'on a déjà vu là, nous on sait ce qui peut nous arranger. Nous on sait ce qui peut protéger nos vies. On n'est pas des enfants, hein? Ne nous infantilisez pas. Et à un certain moment là, si vous ne vous respectez pas là, le chef de l'État vient de quand vous ne voulez pas vous respecter, des grands garçons, des vieillards, vous ne voulez pas vous respecter là. Donc je vais reprendre pour faire mon travail. Toi tu es là, tu as des enfants, tu les mets au champ. Chaque année on vient te dire, ah ton champ là c'est les herbes qui ont pris. Et tes enfants viennent toujours te disent, non le travail est bien papa, on a bien fait le travail. Et puis un matin tu te lèves, tu dis, bon comme c'est comme ça, moi-même je vais aller nettoyer le champ. Chère maman, ça veut dire quoi? C'est un exemple, c'est un exemple simple que je prends. Il se lève depuis c'est honteux. Mais il fallait qu'on en parle en public. C'est une honte pour vous. Aujourd'hui, là, c'est nous, on devrait s'asseoir et puis le président même devrait dire, les gars, temporisez un peu, vous êtes en train d'aller trop vite. Mais ce sont des pauvres gens comme nous qui sont là en train de se décarcasser, en train de sortir pour informer les gens. Et c'est là que je remercie quand même les cybermilitants. Si vous n'existez pas là, mais nos parents seraient déjà morts. Mais la Côte d'Ivoire aurait déjà pris feu. Et c'est cette colère-là qui nous fait sortir pour venir ici pour parler. C'est pas parce qu'on est courageux. Mais cette même colère-là, cette même rage-là, quand on regarde les ignares qui veulent détruire le pays, mais ça crée la colère et la rage. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je peux me taire? Tu ne pensez pas qu'on est courageux. Hein? Ne pensez pas que nous on a envie d'être Jésus. Hein? Ah non, comme c'est toi le plus bête du groupe, il faut te mettre devant. On va s'asseoir pour dire tu es fort, hein, tu es fort. Et puis maintenant, quand on va te sacrifier, on va dire, ah, c'est lui qui joue le courageux là. On n'a qu'à passer à quelqu'un d'autre. Non. Mais quand tu vois un problème là, les moyens que tu peux utiliser là, c'est ça que tu utilises. Les moyens que, si moi j'étais au pays là, ce que j'ai dit là, je n'allais pas faire dans la parole, hein, j'allais poser ça en acte direct. Mais c'est parce que je ne peux pas être ici aux États-Unis et puis poser des actes directement là. C'est pourquoi moi j'ai été militant. J'ai gravi des échelons dans le parti. Et j'ai posé des actes concrets. Mais un homme là, tu ne peux pas te dédoubler. C'est à cause de ça là. On prend notre petite intelligence là, on met au service des Ivoiriens pour les informer. On pourrait aussi mettre ça au service du mal. Mais on sait aujourd'hui où on veut aller avec les Ivoiriens. On sort pour venir être honnête. Et on met quiconque au défi de ce qu'on a dit. Prenez nos dires et venez dire tu as menti ici. Mais vous là, les cadres là, qui prenez des gros salaires, qui prenez des bonus. Chère mère, chaque mois le président leur donne des sommes spéciales. Les cadres que vous voyez là, je mets quiconque au défi. Si un parmi eux est garçon, il n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai dit là est faux. Chaque mois, le président leur donne des bonus spécialement. Mais vous pensez que cet argent, c'est pour vous? C'est pour aider ceux qui sont autour de vous. Mais ces cadres méchants, inaptes, incapables, vous vous asseyez encore. Non seulement vous prenez ces sommes-là, vous voulez encore aller étriper nos militants. Pour que non, venez. Aucun militant ne donne votre 5 francs à quelqu'un. Si le RHDP doit tomber, il n'a qu'à tomber. Si tu t'en vas donner ton argent, elle sait que tu es maudit. Eux, ils sont au pouvoir. Quand on était dans l'opposition, on donnait. On est au pouvoir, aujourd'hui, on va vous donner. Si tu as donné ton argent, c'est qu'il n'y a pas plus maudit que toi. Et ça a fait de Alassane Ouattara, c'est ce qui nous réunit. Aujourd'hui, quand Alassane Ouattara n'est pas là, on va voir qui est qui. Nous-mêmes, on connaît déjà ce qu'on va choisir. Si eux aussi disent qu'ils ne sont pas dedans, là, chacun va laver sa main dedans. Et puis on va remettre le pouvoir à Babo. Ou on va remettre le pouvoir à Blé Boudé. Non. Non. C'est pas, parce que c'est ça, ils prennent pour dire aux militants, ah si, ils vont vous tuer, hein. C'est ça leur truc. Ah si vous faites, ils vont vous tuer. Ils ne peuvent pas nous tuer, nous tous. Voilà. Ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Et tu as beau être criminel là, tu vas trouver un qui est plus criminel que toi. Et donc là, on va finir tôt ou tard par vivre ensemble. Et donc arrêtez ça. Non, si vous faites ça là, c'est vous qui êtes sur le terrain. Mais vous aussi, vous avez vos parents là-bas aussi. C'est nous tous, on va perdre. Il vient des moments, il faut qu'on se dise la vérité. Et vraiment, chère mère, c'est un peu ça.
Et donc, je vous dis aussi merci infiniment pour le combat. Et on va vous laisser en 2 minutes nous faire la conclusion. Vraiment, l'éclaireur, merci. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Trop clair, mais trop clair, wallahi, vraiment. Ah, quand tu as dit que papa doit prendre les trucs à main, j'ai eu mal au cœur et puis j'étais contente à la fois. Parce que je me dis, si tu vas... Non, c'est honteux, mais on ne peut même pas parler. On ne peut même pas expliquer. Mais... Ok, l'éclaireur, je peux que tu partes au travail, m'arrêter là. Vraiment, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu continue de protéger papa Adou, que Dieu continue de protéger sa dulcinée qui est à côté de lui. Je vous dis merci à toi, merci à tous les EPV. Okay. On m'avait interrompu un moment. Ok. Merci. Merci infiniment, cher mère. Demain sera un autre jour. Et que la grâce divine demeure en nous. Merci infiniment. Excellente soirée et très bon week-end à chacun. Amin. Et bon boulot à toi aussi. Merci beaucoup, cher mère. Aile mamalo saramate maroyara Alasani watara alabile fe saramate maroyala Walai bilai ilete malo saramate maroyara Alasani watara alabile fe saramate maroyara Kolo goyane du masabe la ileta magoyira Ivoirien ya perasida wa Alasani ko barika Lika nuson kuna wolola Alasani watara ko barika Alumbi sama duwa wula sini kene yala Ika minge Ivoirien ye Alasani ni bagara Lika nuson kuna wolola Alasani watara ni bagara il était malo barakate malo yala Alasani watara alabile fe barakate malo yala Logo ya ni du masabela ileta magoya ila ado Logo ya ni du prezambela ileta magoya ila Mabindu gbadona de ngolote goya bera Musono nuchela de jalo le dianira President Kadia mina wale biwaso Ivoirien ya president wangolo le diani Watara ludianya de wangolo le diani la ado Walai bilai alabile fe barakate malo yala Walai bilai ilete malo barakate malo yala Ikanu son kuna wolola Alasani ko barika Mwikando boni juda Alasani ko barika Ikando bo fade juda adoko barika Ailete malo saramala marumanye Alasani watara alabile fe barakate maroyala Nabinu woro de ilete malo barakate maloyala Walai bilai alabile fe adoko barika Ikaminga Ivoirien bi remercier Ikaminga Ivoirien de bi remercier 100 ans qu'on barala Alasani m'a découragé Sanji tanke masayala Alasani m'a découragé Kuma befoni adoma Alasani m'a découragé Neneni kani adola Alasani ko barikanye Ikaminge Ivoirien ye adoko barika Sanji tanke masayala adoko barika Kabakata anela Alasani ko barika Walai bilai alabile fe saramate maroyala Alasani watara ile mamalo saramate maroyala Logo ya ni du masabela ile tamagoya ila Wanga yadwa wude we ngolo le diani Amadu kulubali wayi borongolo